Donc, c'est pour moi un très grand plaisir que d'accueillir aujourd'hui donc dans notre séminaire Stéphane Vinolo, même si évidemment nous ne pouvons que regretter que ce soit seulement par Zoom. J'entretiens en effet des liens très anciens avec Stéphane Vinolo. Je vais refaire un bref historique de nos rapports, qui serait une façon de le présenter un peu plus en détail. Nous nous sommes rencontrés, donc sauf erreur de ma part, en 2004 à l'université de Bordeaux, où j'étais jeune professeur. Et Stéphane Vinolo venait d'achever un DEA sur diplôme d'études approfondies sur René Girard à l'université de Montpellier, qui avait été obtenu d'ailleurs avec la mention très bien. Et il avait un parcours un peu atypique, car il avait fait une école de commerce et un master de commerce international à l'université de Paris 1. Et donc Stéphane Vinolo, que vous allez écouter ce soir, travaillait à l'époque chez Danone, la multinationale des yaourts, etc., des laitages. Mais il ne se sentait pas parfaitement à l'aise dans cette grande entreprise. Il voulait montrer, il voulait faire de la philosophie. Il trouvait que comment dire, même une entreprise de cette qualité-là et de cette taille-là ne permettait pas de développer véritablement un projet intellectuel. Et donc, dès cette époque-là, dès notre première rencontre, donc Stéphane Vinolo m'avait expliqué qu'il voulait montrer que dans toute théorie de l'ordre social, donc il voulait faire de la philosophie, et son idée principale, c'était de montrer que dans toute théorie de l'ordre social, il y avait un point extérieur ou un point de stabilité du système, eh bien, et que ce point qui permettrait de penser l'ordre du système était, comme il disait à l'époque, auto-transcendé, c'est-à-dire qu'en fait, c'était nous qui le produisions. Et ce point devait être en plus caché. Par exemple, le chef d'une foule ou le prix sur le marché. Et donc, il s'agissait d'entreprendre, c'était son projet, une thèse très générale sur le sujet, à mon avis passionnant, de la méconnaissance. Un sujet bien sûr girardien et surtout christique, si on pense à la formule «pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font». Et c'est ce sujet de la méconnaissance qui donne la clé, pourvu qu'on sache la lire, sur toute l'anthropologie girardienne, puisque le principe même de la constitution et de la création de l'humanité elle-même a été que les premiers persécuteurs, nos ancêtres, massacrent des boucs émissaires en les croyant véritablement coupables. Si bien qu'on avait là le principe, que je trouve tout à fait passionnant, d'une action qui ne peut être accomplie très paradoxalement qu'à la condition que ceux qui l'accomplissent ne sachent pas ou méconnaissent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dès qu'on sait que celui qu'on s'apprête à exclure ou à massacrer n'est peut-être pas si coupable que cela, on ne peut plus le massacrer et le mécanisme cesse de fonctionner. Il ne fonctionne donc que dans la méconnaissance. Eh bien, cette thèse qui a été inscrite en 2004 a finalement été soutenue en 2009 à l'université de Bordeaux 3 sous le titre «La société de méconnaissance, la différence avec un A du lien social», devant un prestigieux jury composé de Jean-Pierre Dupuis, qui était professeur à l'École polytechnique et à Stanford University, donc ça c'était pour la dimension girardienne de la thèse, Guillaume Leblanc, qui était professeur à Bordeaux 3, qui était président du jury, et puisque la thèse comportait une réflexion sur les sciences humaines et notamment la sociologie de la foule, Frédéric Lordon, qui était directeur au CNRS, enfin peut-être pas à l'époque encore, et puisque la thèse comportait une réflexion sur l'économie et les marchés, donc moi-même comme directeur de thèse, et enfin Jacques de Saint-Victor, qui était professeur à Paris 8, professeur de droit et d'histoire du droit pour les aspects juridiques et contractualistes abordés par la thèse. Donc cette thèse a obtenu la mention très honorable avec les félicitations. Et par la suite, donc Stéphane, vous me rectifierez si je fais une erreur, cette thèse a été publiée en 3 volumes sous le titre général «La transparence est l'obstacle», avec le verbe être, EST, euh, avec un premier volume intitulé «Connaissance et reconnaissance chez Hobbes et Rousseau», donc un premier volume dans lequel vous montriez, même si ça n'apparaît pas dans le titre, que la méconnaissance était bel et bien au cœur du contrat social. Et comme vous le disiez dans la conclusion, je cite, «Jamais les individus ne se pensent en termes de collectif, en termes de lien social au moment de voter et de prendre la décision de coopérer. Ils pensent uniquement en volonté de distinction, de prise de distance, de sortie du groupe.» On avait là la thèse d'une constitution entièrement paradoxale des groupes humains ou des sociétés, selon laquelle, je cite encore, c'est au moment même où le collectif fuit qu'il apparaît le plus.
Fin de citation. Un peu à la manière, pourrait-on dire, enfin, ce serait ma suggestion, du mythe d'Eurydice, d'Orphée et d'Eurydice, donc Eurydice qui n'est là qu'à condition de ne pas être regardée et qui disparaît dès qu'Orphée tourne son regard vers elle. Oui, cette histoire pourrait illustrer le titre général de la thèse, la transparence et l'obstacle, c'est-à-dire la transparence du regard et l'obstacle à la réalité même de la chose, hein. Dans ce cas, comme dans tous les cas dont traite cette grande thèse. Le deuxième volume s'intitulait Penser la foule, Freud, Sartre, Négri, Girard. Il développait ce même paradoxe d'une méconnaissance constitutive selon laquelle plus nous nous éloignons des autres individus, plus les liens se resserrent. L'exemple le plus frappant en étant les mouvements de panique, puisque dans la panique, expliquez-vous, les liens de la foule se défont puisque chacun fait passer son intérêt individuel au-dessus de celui du groupe afin de se sauver, mais avec le résultat totalement paradoxal que rien n'est plus mimétique et homogène qu'une foule qui panique. Et vous généralisiez en soutenant qu'il y a au cœur des collectifs spontanés une structure oraculaire et tragique selon laquelle c'est en cherchant à éviter notre destin que nous le réalisons. Fin de citation. On peut deviner ici, bien sûr, l'intérêt que vous alliez porter à la philosophie de Clément Rosset, dont c'est l'un des thèmes récurrents. Vous avez publié un livre sur Clément Rosset. Vous m'avez fait l'honneur de me demander une préface. Le troisième volume portait tout naturellement sur l'économie et sur la notion de marché. Car qu'est-ce qu'un marché, au fond, sinon une sorte de panique continuée? Et donc, ce volume s'appelait Par-dessus le marché, Spinoza, Smith, Derrida, Girard. Votre intérêt pour Derrida apparaît ici clairement dans le titre, euh, explicitement, mais il a toujours été présent dans tous vos travaux. Derrida et Girard ont en effet en commun d'avoir proposé une rationalité paradoxale comme accomplissement de la rationalité. Ces actions qu'on ne peut faire qu'en toute ignorance de cause ou en toute méconnaissance de cause. Ces boucs émissaires qui sont à la fois la menace et le salut. Ce pharmacone qui est à la fois remède et poison. Ce parasite qui est à la fois dedans et dehors. Toutes ces figures sont le milieu naturel de vos réflexions et de vos analyses. Et ajouterai-je ici des miennes également, si bien que je ne cesse, en lisant vos livres, de me rendre compte que nous empruntons des chemins assez semblables, ou du moins assez convergents, ce qui n'est pas peu de choses, car l'exercice de la philosophie est parfois si solitaire que l'accord sur les références, les méthodes, les problèmes, parfois les thèses, prend une dimension confirmative, extrêmement rassurante et apaisante, même si nous savons que cela ne fait jamais preuve ni autorité. Vous voyez donc dans le marché et dans la suite des thèses de Adam Smith une structure paradoxale dans laquelle c'est au moment même où chacun ne pense qu'à ses seuls intérêts que le collectif est le plus solide et le plus compact. Ou encore, c'est par une méconnaissance de la présence des autres et de leurs intérêts que chacun participe malgré lui à la formation du marché en tant que structure collective. Donc, de façon assez inattendue, vous avez d'ailleurs rencontré Spinoza, particulièrement sur ces questions du marché et de l'argent. Vous intitulez l'un de vos chapitres dans votre thèse Spinoza, un philosophe sur le marché, avec toute la polyphonie nécessaire, y compris sans doute une allusion discrète à la nouvelle de Isaac Bashevis Singer, Le Spinoza de la rue du marché. Vous soutenez, à mon avis, à juste titre, que Spinoza ne pouvait pas avoir été indifférent à la question du marché ou de la finance, puisque c'était les réalités les plus présentes et les plus vivantes dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Or, vous voyez dans Amsterdam une auto-organisation de la ville par les intérêts, un système de pacification des relations humaines sans religion, sans morale, sans transcendance, sans intériorité, mais purement comportemental et soucieux des intérêts, si bien que l'utile commun ne peut être atteint paradoxalement que par des hommes uniquement soucieux de leur utile propre. C'est toujours le même paradoxe. Vous avez par la suite publié 3 volumes sur Jean-Luc Marion, comme je l'ai indiqué dans la fiche de présentation de notre séance d'aujourd'hui. Bon, donc, dans quelle mesure l'univers de Jean-Luc Marion est-il compatible ou non avec celui de Spinoza et avec le vôtre en général? Ou encore, puisque vous êtes également docteur en théologie, donc puisque votre thèse a été soutenue en 2017 sur la notion d'apologie de l'inexistence chez Jean-Luc Marion, devant un jury composé de Jean-François Lavigne, Daniel Cohen-Lévinas, Jean-Luc Marion lui-même et Jacob Rogozinski. Donc c'est cette thèse qui a été publiée en 2 volumes, hein. Donc dans quelle mesure, disais-je, peuvent s'accorder ou dialoguer
une phénoménologie teintée de théologie, qui est celle de Marion, et une philosophie de l'immanence et de la saturation de la réalité. Alors, je parle bien de Spinoza en parlant de saturation de la réalité, même si je m'autorise pour en parler à reprendre un des concepts principaux par lesquels vous lisez Marion, à savoir celui de phénomène saturé. Donc, un spinoziste serait sans doute inquiet ou sera sans doute inquiet devant de telles questions, questions à la limite de la théologie, de la philosophie, que notre séminaire s'honore pourtant d'accueillir. Je n'en dirai pas plus, vous laissant maintenant la parole pour développer le thème que vous avez choisi de traiter, à savoir justement le don de Dieu, Spinoza et Jean-Luc Marion. Cher Stéphane, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux et à la fois, je ne peux pas le cacher, particulièrement honoré de pouvoir parler dans ce séminaire Spinoza qui a accueilli des intervenants tellement prestigieux en philosophie. Et je suis particulièrement heureux puisque, comme vous le rappeliez, Monsieur Ramon, nous nous connaissons maintenant depuis de très nombreuses années et nous partageons l'amour d'au moins trois auteurs, Spinoza, Derrida et Girard, que nous essayons parfois de faire converger, bien que ce ne soit pas toujours particulièrement facile. Alors, effectivement, j'ai décidé aujourd'hui, de façon peut-être un petit peu surprenante pour des spinozistes professionnels, de parler de la rencontre, possible ou pas, entre la phénoménologie de la donation de Jean-Luc Marion et la philosophie de Spinoza. Et en réalité, il y a deux raisons au moins pour lesquelles j'aurais pu ne pas présenter ce thème-là. Une raison venant des spinozistes et une raison venant de Jean-Luc Marion lui-même. Dans un livre publié en 2019 qui s'appelle Sagesse ou ignorance, Pierre Macheret rappelle à la page 57, je cite, « Il n'y a certainement chez Spinoza ni anthropologie du don, ni ontothéologie de la donation. » Par conséquent, le dialogue sur le don avec Jean-Luc Marion devrait être immédiatement impossible. Donc, du côté spinoziste, le dialogue pourrait sembler complètement fermé. Mais pire encore, du côté de Jean-Luc Marion, nous pourrions aussi croire que ce dialogue est par définition fermé, puisque dans un livre publié en 2021, qui s'appelle « À vrai dire », lorsque son interlocuteur lui demande ce qu'il pense de Spinoza, Jean-Luc Marion répond la chose suivante. C'est extrêmement court, ça fait 8 lignes, mais je ne résiste pas au plaisir de vous les lire. Donc, c'est Jean-Luc Marion qui parle. Spinoza est adaptable à tout et compatible avec tous. Il est des spinozistes mystiques et des spinozistes matérialistes, marxistes et libéraux, psychanalystes et même cognitivistes. Chacun y met et y trouve ce qu'il veut. Mais les uns et les autres ont en commun, par définition, de se considérer heureux. C'est l'impératif qui les réunit et qui ne va pas sans quelque burlesque involontaire. De même, en dépit du tour mathématique qui lui imprime, la pensée de Spinoza n'est pas rigoureuse. Outre qu'elle dégage un profond ennui à la lecture, l'éthique qu'il annonce démontrer suivant l'ordre des géomètres ne démontre presque rien. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle le spinozisme trouve un tel écho aujourd'hui. Il dispense de l'exigence conceptuelle. Donc, vous voyez que, aussi bien du côté des spinozistes que du côté de Jean-Luc Marion lui-même, nous pourrions croire que cette rencontre est absolument impossible. Mais en réalité, je vais essayer quand même de montrer que non seulement il y a un intérêt du point de vue de Jean-Luc Marion à lire Spinoza, mais que même dans les études spinozistes, il y aurait tout intérêt à aller lire la phénoménologie de la donation de Jean-Luc Marion, puisqu'elle nous permet d'éclairer probablement ce que donner veut dire dans la philosophie de Spinoza. Donc, commençons. Dans sa volonté de se frayer un chemin hors de la métaphysique par une phénoménologie de la donation,
Jean-Luc Marion a choisi Descartes comme pierre de fête. Celui-ci, en effet, aurait achevé la métaphysique. Mais il faut entendre toute la polyphonie du verbe achever. D'un côté, Descartes a parachevé la métaphysique en fixant nombre de ses enjeux et de ses concepts. De l'autre, il l'a achevé en ce sens qu'il nous a montré les lignes de fuite nous permettant d'en sortir, comme si sa fin était toujours déjà inscrite dans sa pleine réalisation. Dans ce choix résolument cartésien, Spinoza pourrait apparaître comme l'auteur ayant radicalisé prioritairement les thèses métaphysiques de Descartes, enfermant ainsi la modernité dans une ontothéologie dont Marion n'a de cesse de vouloir sortir. Cette opposition à Spinoza est d'ailleurs explicite, et nous la trouvons d'autant plus dans les textes dans lesquels Marion montre la complexité de la position cartésienne eu égard à l'histoire de la métaphysique contre la simplicité de Spinoza qui est toujours du côté de la métaphysique la plus classique, totalement ancrée dans un discours sur l'être. Il suffit pour constater cela de voir combien les textes rassemblés dans les questions cartésiennes et les questions cartésiennes 2 sont sévères à l'encontre de Spinoza. Des 50 mentions de Spinoza dont font état les index de ces 2 tomes, pas une ne présente Spinoza sous un jour favorable. Si l'on en croit Marion, Spinoza demeurerait prisonnier de la métaphysique dans sa constitution ontothéologique en ne pouvant s'arracher à la conceptualisation de Dieu, aux universités épistémologiques et ontologiques, ainsi qu'à l'obsession de la recherche des causes dont le paradigme est le recours à la causa sui qui ouvre l'éthique. Pourtant, l'opposition de Marion à Spinoza peut être tempérée pour 2 raisons au moins. D'abord, par les textes de Spinoza, qui laissent poindre la problématique du don en de nombreux endroits. Ainsi, par exemple, la méthode du traité de la réforme de l'entendement se doit de commencer par une idée vraie donnée, ad datae verae ideae norma. Deuxièmement, Marion lui-même, dans certains de ses textes les plus importants, se reconnaît une certaine proximité avec Spinoza. Nous lisons ainsi dans « Étant donné », à propos de Éthique 1.16, qu'il s'agit là, je cite, d'une définition presque correcte du phénomène saturé. Nous trouvons aussi dans De surcroît, à l'occasion d'une analyse du lien entre métaphysique et visibilité, une note de bas de page consacrée à Spinoza qui pourrait laisser entendre que Spinoza est en exception sur la métaphysique. Là où elle ne pense la cécité que comme privation seconde d'une norme première qui serait le voir, Spinoza, dans la lettre 21, présente la cécité de façon positive, sans avoir recours au concept de privation, mais à celui plus neutre de négation. Je cite, « On peut dire en somme qu'il y a privation quand un attribut que nous croyons appartenir à la nature de quelque objet est nié de cet objet même. Négation quand on nie d'un objet ce qui n'appartient pas à sa nature. » Enfin, Spinoza note le caractère contraignant de ce qui est donné, et donc, en un sens, son avènement et sa facticité. Même si Spinoza est un penseur de la causalité, elle est paradoxalement pensée à partir d'une donation qui ne présuppose pas de donateur en position de transcendance. À partir de la démonstration d'Éthique 3.1, Marion rappelle que, pour qu'une nécessité s'exerce, il faut d'abord que la donnée s'impose. Il y a ainsi dans le dépli de la nécessité spinoziste une certaine similitude avec le dépli de la donation que nous retrouvons aussi chez Marion. Au-delà d'une simple opposition, il y a donc entre Marion et Spinoza des rencontres et des dialogues. Et la mise au jour de ces relations, et plus précisément de la lecture marionienne de Spinoza, est féconde à plusieurs titres. Tout d'abord, elle doit nous permettre de réévaluer la place de Spinoza dans les textes de Marion afin d'y contrebalancer la forte présence de l'influence cartésienne. Elle doit aussi nous aider indirectement à restituer Spinoza
dans l'histoire de la métaphysique, en montrant qu'il peut être pensé comme un auteur anti-métaphysique de par son utilisation du concept de don et de la place qu'il occupe dans sa propre philosophie. Enfin, la lecture marionienne de Spinoza nous permettra de montrer que nombre des thèses de Marion, eu égard au phénomène saturé, sont constituées et renforcées à partir de textes spinozistes. Ainsi, le rapprochement pourtant improbable entre ces deux auteurs questionne tout autant les interprétations traditionnelles de Spinoza que celles de Jean-Luc Marion. Nous pouvions nous attendre à ce que le rapport de Marion à Spinoza soit conflictuel et que ses lectures soient souvent critiques. Tout d'abord pour de simples raisons de fait qui, bien que non suffisantes, n'en sont pas moins intéressantes. Marion n'a jamais fait mystère de sa foi catholique et de son attachement aux racines judaïques du christianisme. Or, malgré son attachement au Christ, dont Spinoza nous rappelle qu'il fut le plus grand des philosophes, le caractère immanent de son système philosophique a souvent déclenché la colère des chrétiens. Il nous suffit de rappeler le ton extrêmement sévère de la lettre 57 d'Albert Bourg, qui, venant de se convertir au catholicisme, informe Spinoza combien désormais il le plaint. Je cite: « Plus je vous ai admiré jadis pour la subtilité et la pénétration de votre esprit, plus maintenant je vous plains et déplore votre malheureux état. » Tout en profitant, au passage, de lui prodiguer quelques petits conseils. « Repentez-vous, philosophe, reconnaissez votre sage déraison et votre déraisonnable sagesse. D'orgueilleux, devenez humble et vous serez guéris. Adorez le Christ dans la très sainte Trinité, afin qu'il daigne avoir pitié de votre misère et il vous accueillera. » De plus, les relations personnelles de Marion avec Lévinas et leur proximité intellectuelle revendiquée devraient faire de Spinoza un repoussoir philosophique, puisque selon Lévinas, il y a une trahison de Spinoza. Dans l'histoire des idées, il a subordonné la vérité du judaïsme à la révélation du Nouveau Testament. Loin donc de nous étonner, il y aurait quelque chose de tout à fait naturel à ce que Marion entretienne une relation conflictuelle avec les textes de Spinoza. Ce conflit, de fait, existe, et il ne s'agit pas ici de le minimiser. Il se manifeste sur de nombreux points de doctrine. Marion reproche par exemple à Spinoza d'avoir fermé la possibilité de décrire l'altérité, en ne pensant l'autre que comme un simple objet d'une représentation, le soumettant à des conditions de possibilité nous fermant l'accès à sa donation radicale en tant qu'autre. Je cite Marion. « Une telle impossibilité se trouve aisément chez Spinoza, réduisant l'idée de l'autre à une modification seulement de ma propre idée de moi-même. Il lui reproche aussi d'être tombé dans la construction métaphysique d'un concept de Dieu, l'enfermant dans les limites toutes humaines de la conceptualisation et des frontières inévitables que nous impose tout concept. Cet enfermement dans la métaphysique la plus classique est d'ailleurs tellement fort que Marion va jusqu'à faire de Spinoza l'épigone de saint Thomas. Mais ces objections générales se précisent sur des points conceptuels clairement identifiables. Le premier point de conflit est, sans aucun doute, Dieu lui-même. Cela apparaît d'ailleurs dès 1977 dans L'idole et la distance, lorsque Marion met au jour la construction conceptuelle du Dieu de l'ontothéologie afin de lui opposer, sur le terrain du connaître tout comme de l'être, le Dieu de la charité. Marion montre alors que la métaphysique a raté Dieu en lui substituant un simple concept, ou Dieu, c'est-à-dire un Dieu construit par l'homme, une simple idée conceptuelle. Or, afin de développer cette argumentation, c'est sur saint Thomas, mais aussi sur Spinoza, qu'il prend appui. Spinoza ne peut atteindre Dieu pour deux raisons au moins.
Tout d'abord parce que, de fait, Dieu n'apparaît pour la première fois dans l'éthique qu'à l'occasion de la 6e définition de la première partie, et donc tardivement. Non seulement Dieu arrive en retard, mais en plus, ce retard est expliqué par la nécessité de poser d'abord les éléments conceptuels nécessaires à la construction de son concept. Comme l'a bien vu Guéroult, les 5 premières définitions de la première partie de l'éthique posent les éléments avec lesquels est construite par la suite la définition de Dieu. Dieu est donc bien construit par l'entendement humain à l'aide d'éléments qui sont eux-mêmes définis par un homme et donc encore à sa mesure. Deuxièmement, la construction du Dieu conceptuel est aussi marquée par la forme de l'énonciation de la définition 6. Par Dieu, j'entends. Per Deum intelligo. Le Dieu dont il est question ici ne peut donc pas excéder ce que l'entendement humain peut contenir et concevoir. Or, c'est là l'erreur fondamentale de la métaphysique que dénonce Marion, celle d'avoir voulu enfermer Dieu dans une finitude conceptuelle humaine que pourtant il excède. Là donc où Spinoza enferme Dieu dans une idole conceptuelle, Marion souhaite lui ouvrir la possibilité de l'excès et de la démesure. Mais cette opposition première de Marion à Spinoza ne se limite pas seulement à Dieu, puisqu'elle s'étend même à son mode d'action. Le deuxième point qui ancre Spinoza, selon Marion, dans l'ontothéologie est sa recherche incessante des causes. Le spinozisme est sans aucun doute une philosophie des causes, contre les philosophies du sens. L'hyperrationalisme de Spinoza, bien que posant une nécessité radicale, peut aussi être lu paradoxalement comme une philosophie de l'absurde, parce que les causes y jouent toujours contre le sens, qui se voit, lui, refoulé du côté de la superstition. En ce sens, on ne peut qu'être surpris de voir que le dictionnaire Spinoza publié par Charles Ramond contient bien une entrée absurde, ce qui est quand même surprenant dans la philosophie de Spinoza. Or, dans l'établissement des 4 caractéristiques qui déterminent pour Marion toute l'ontothéologie, la troisième est celle qui consiste à penser Dieu comme le principe causal de tous les étangs, et donc à le penser comme causa sui. La causa sui est la trace indéniable d'une conception ontothéologique de la métaphysique, et Spinoza ne semble pas pouvoir y échapper. Elle l'est d'autant plus qu'elle détermine aussi toute une conception de l'ego. Marion a montré qu'il y a chez Descartes 2 chemins de l'ontothéologie. Celui de la cogitatio, qui pose la primauté de l'ego, et celui de la causa, qui fait de l'ego un étant second par rapport à Dieu pensé comme causa sui. Il y aurait donc 2 protologies cartésiennes, selon que nous suivions l'ordo cognoscendi ou l'ordo essendi. Et lorsque Marion interroge le privilège de la formulation canonique de l'ego, du discours de la méthode et des principes de la philosophie, le ego cogito ergo sum, sur celle proprement cartésienne de la 2e méditation ego sum, ego existo, c'est encore la causa sui qui apparaît. L'ego cogito ergo sum est, pour Marion, une formulation métaphysique parce qu'elle montre un passage de la pensée à l'être, mais surtout parce qu'en faisant de l'ego un principe, elle le pose comme principe autofondé, c'est-à-dire littéralement comme une causa sui selon l'ordre de la cogitation. Au contraire, la formulation ego sum, ego existo ouvre l'ego à une altérité qui toujours déjà la précède et l'appelle. Là où la formulation canonique enferme l'ego dans un solipsisme métaphysique de la causa sui, la formulation des méditations l'arrache à ce solipsisme fondateur pour l'ouvrir à une altérité originaire. Lors, cette brèche porte la division de l'origine au cœur même de la métaphysique ontothéologique. Or, selon Marion, c'est précisément Spinoza qui a radicalisé la position cartésienne de la formulation canonique de l'ego, l'enfermant ce faisant dans une interprétation métaphysique.
C'est lui, Spinoza donc, qui aurait fixé la forme métaphysique de la formulation de l'ego comme son interprétation privilégiée. Lorsque Spinoza pose que l'homme pense, il ne fait que condenser la formule canonique de l'ego cartésien en réunissant dans une formule courte les trois termes fondamentaux de la démonstration cartésienne, ego, sum et cogitans. Nous retrouvons donc chez Spinoza, par sa quête incessante de l'ordre des causes, un profond attachement à la métaphysique qui le pousse à reprendre l'idée selon laquelle l'ego implique sum en tant qu'il implique cogitans. Après Dieu, c'est donc l'étiologie qui enfermerait maintenant Spinoza dans la métaphysique. Enfin, le dernier point qui découle de cette prégnance de la causalité et qui devrait mettre à distance Spinoza et Marion est la position de celui-là sur les miracles. Comme l'établit le traité théologico-politique, nous savons que Spinoza ne rejette pas la réalité des miracles, mais qu'il nie qu'ils se produisent contre l'ordre de la nature, c'est-à-dire contre le dépli de la nécessité divine, puisque par définition, rien n'arrive dans la nature qui soit contraire à ces lois universelles. Il n'est donc pas du tout impossible que quelqu'un ait pu marcher sur l'eau, ni même rendre la vue à des aveugles. De fait, des insectes marchent bien sur l'eau et nous pouvons techniquement rendre une partie de leur vue à des personnes souffrant de certains types de cécité. Quelqu'un donc qui, comme le Christ, aurait une connaissance totale des lois de la matière pourrait probablement le faire. Spinoza ne rejette donc les miracles qu'en tant que nous entendons par miracle un événement qui brise les lois de la causalité efficiente universelle. Toutefois, comme personne ne dispose de la connaissance de la totalité des lois de la matière, nul ne peut dire a priori que les événements décrits dans les Écritures comme des miracles sont impossibles. D'ailleurs, lorsque, dans la lettre 40, Spinoza évoque l'hypothèse d'une transmutation du plomb en or, il conteste une expérience précise qui devrait rendre possible cette transmutation, mais ne dit jamais que cela est a priori impossible. Et nous comprenons pourquoi. Cette transmutation, comme les miracles, peut être pensée comme un saut qualitatif mystique et religieux permettant de modifier la matière, mais elle peut tout aussi bien être perçue comme un travail quantitatif reposant sur une parfaite connaissance des lois de la matière au niveau de l'infiniment petit. Contre le mystère, donc, et contre l'effraction du miracle dans la continuité des lois de la nature, Spinoza le pense en pleine continuité avec celle, rejetant la sensation de rupture de l'ordre des choses du seul côté de l'ignorance du témoin de l'événement. Ce sont donc encore les causes et leur omniprésence qui sont au cœur de la déconstruction du miracle opéré par Spinoza. Et Marion ne manque pas de noter ce point en reliant encore une fois Spinoza à la métaphysique par son incapacité à penser des phénomènes qui échappent à la causalité efficiente. Reliant la métaphysique à la consolidation historique du principe de raison suffisante, Marion tisse un lien ténu entre l'affirmation de ce principe chez Spinoza et son refus du miracle entendu comme effraction dans le monde de la causalité efficiente. Il y a donc de nombreuses raisons qui, s'étendant de la substance au mode fini, légitiment une opposition entre Marion et Spinoza. Toutefois, nous pouvons déjà douter de sa radicalité par un fait que Marion ne signale pas assez. Chacun des points sur lesquels porte la critique de Spinoza nous ramène toujours au fait que, contrairement à Descartes, Spinoza se serait pleinement enfermé dans la métaphysique la plus classique avec le principe de raison suffisante, l'univocité ontologique et épistémique, une omniprésence de la causalité et un concept de Dieu en droit pleinement transparent à l'entendement humain. Néanmoins, cet enfermement dans la métaphysique, pire encore dans la tradition ontothéologique, est tout à fait discutable. Parce que s'il y a un auteur pour lequel, par définition, il ne peut y avoir de ta métataphysica, c'est bien Spinoza. Dans un système pleinement immanent,
tout ce qui est par définition dans les limites de la nature. Il faut donc complexifier les relations entre Marion et Spinoza en montrant que chronologiquement, mais aussi thématiquement, ces relations ne se limitent pas à un simple rejet. Une lecture plus précise des textes de Spinoza peut montrer par exemple que le thème du don irradie les textes de Spinoza. Il apparaît en effet dès le troisième axiome de la première partie de l'éthique. Étant donné une cause déterminée, il en suit nécessairement un effet, et au contraire, s'il n'y a aucune cause déterminée, il est impossible qu'un effet s'ensuive. Mais il apparaît surtout au cœur de la détermination de la méthode décrite dans le traité de la réforme de l'entendement. Lorsque Spinoza fait de celle-là celle qui montre comment l'esprit doit être dirigé selon la norme de l'idée vraie donnée. L'idée vraie donnée a fait l'objet, dans les études spinozistes, de nombreuses interprétations qui, de Brunswick jusqu'à Adrien Klajman, en passant par Guéroult ou même Coiré, ont discuté ce fameux caractère donné et se sont même interrogés sur la nécessité de traduire l'expression ad datae, c'est-à-dire au fond sur l'importance du don de cette idée vraie. Coiré, par exemple, choisit de ne même pas traduire l'expression. Je cite, « La bonne méthode, par conséquent, sera celle qui montre comment il faut diriger l'esprit selon la norme d'une idée vraie. » Il s'en explique par le fait que l'idée vraie n'est pas proprement donnée à l'entendement, mais bien plutôt produite par celui-ci, et que le don ne provient que d'un problème de néerlandisme de Spinoza. Pour ce, il affirme que nous pouvons rendre une idée donnée par une idée qu'il y a, ou plus simplement ne pas traduire l'expression ad datae. Cette position est aussi bizarrement celle de Michel Bessade, je cite. Par conséquent, ce sera une bonne méthode que celle qui montre comment l'esprit doit être dirigé selon la norme d'une idée vraie que nous avons. Au contraire, Guéroult se prononce en faveur du maintien de l'idée vraie donnée, en arguant que si, comme le pense Coiré, le caractère donné de l'idée était secondaire et pouvait se traduire par un simple « il y a », le terme n'apparaîtrait pas aussi souvent dans le texte et disparaîtrait une fois cette première idée vraie posée. Or, de fait, Spinoza conserve ce caractère donné de l'idée tout au long du traité de la réforme de l'entendement. Preuve en est, pour Guéroult, que le caractère donné de cette idée est une de ses caractéristiques, tout autant que l'est sa véracité. Le problème de la donation se cristallise donc dans le statut de l'idée vraie donnée. Et c'est le don tel que le pense Marion qui nous permet de trancher le débat, en pointant le fait que les interprètes de Spinoza n'ont peut-être pas suffisamment questionné ce que donner veut dire. La majorité des interprètes de Spinoza qui refusent le caractère donné de cette fameuse idée vraie agissent de la sorte parce qu'ils pensent un donateur extérieur au don. Puisque l'idée vraie n'est pas reçue de l'extérieur par l'entendement, celle-ci ne pourrait être vraiment donnée, mais elle devrait être pensée à l'aune de la production. Comme le note Klajman, pour eux, le schéma impliquant un don, un donateur et un donataire est incompatible avec le mode de production de l'idée vraie. Une idée vraie n'est ni donnée à l'entendement, ni reçue par lui. Il rejette donc le don en se basant sur une certaine conception du don. Mais en mettant en cause la donation dans sa conception classique qui suppose un donateur en position d'extériorité, ceux qui nient l'importance de la donation de l'idée vraie ne mettent pas à mal la possibilité de penser le processus de donation comme une autodonation, en rapprochant cette fois la donation de la production par le concept d'autodonation. Ainsi, par exemple, Klajman peut-il défendre la nécessité de rendre le caractère
donné de l'idée vraie, à condition de comprendre le don comme un processus d'autoproduction. Reprenant les analyses de Marx, de Matron et même d'Althusser, il en arrive in fine à penser la donation de l'idée vraie comme un processus sans sujet, en opérant un déplacement constant du don à la production, puis de l'autoproduction à l'autodonation. Sur ce point, la position d'Adrien Klajman est donc claire. Elle consiste à conserver le caractère donné de l'idée vraie en faisant du don un processus d'autodonation. Néanmoins, cette solution ne peut satisfaire la pensée du don, qui ne saurait être simplement un processus. Que nous pensions le don de façon inconditionnelle, comme nous l'allons voir avec Marion, ou que nous pensions le don comme un processus réciproque anthropologique, la mécanique que suppose un processus nie radicalement le don. Nous devons donc refuser à la fois l'effacement du don dans l'idée vraie donnée, mais aussi sa réduction à un simple processus mécanique. Or, c'est par la phénoménologie de la donation de Marion que cette double exigence devient possible. Deux points fondamentaux retiennent particulièrement l'attention dans les différentes interprétations que nous avons signalées. Tout d'abord, leur réticence à penser le don autrement que par les moyens de la transcendance, mais surtout le lien établi entre don, transcendance, origine et métaphysique. Si le don est pensé selon le modèle du donateur transcendant, celui-ci peut être à la fois un donateur extérieur et originaire, en ce que du haut de sa transcendance, il ouvre l'espace et le moment du don, d'où le recours au concept d'autodonation, afin d'essayer de se libérer d'un seul coup de la transcendance et de l'origine. Klajman précise d'ailleurs que son saut vers Althusser se justifie par le fait que l'autodonation permet de s'arracher à la métaphysique de l'origine, dont les commentateurs de Spinoza pensent un lien ténu avec la donation. Or, il n'est pas du tout sûr, de façon plus générale, que le don soit simplement un processus. Marion nous permet de questionner cette solution tout en maintenant la spécificité du don. De fait, l'objection de la transcendance du don a été faite très tôt à Marion, tout particulièrement par Dominique Janicot, qui l'accusa explicitement de tournant théologique de la phénoménologie. Puisque tous les phénomènes se donnent et que être donné veut dire autre chose que être simplement là, il est tout naturel que l'on demandât à Marion qui les donne. Et puisque seul qui dispose de tout peut tout donner, il était bien normal que l'on soupçonnât Marion de vouloir réintroduire Dieu en philosophie. Or, Marion développe, dans sa réponse à Janicot, une triple réduction qui montre que le don peut se passer de donateur, de donataire et d'objet donné. Le don se passe de donateur transcendant parce que la présence d'un donateur annule paradoxalement le don, en le faisant entrer dans les cercles de la réciprocité. Ayant identifié le donateur, il nous faudrait lui rendre quelque chose. Comme nous le voyons dans le cas paradigmatique de l'héritage, c'est paradoxalement une des conditions de possibilité de la donation que le donateur manque. L'absence de donateur, sa mort donc, rend seul possible le don. Mais au-delà de ce cas tragique de la mort du donateur, parfois le donateur ignore ce qu'il donne et ignore même s'il donne. Le sportif, l'amant ou l'artiste ne savent jamais vraiment s'ils donnent ni combien ils le font. L'amant ne sait pas s'il donne du plaisir érotique, pas plus que l'artiste ne sait s'il donne du plaisir esthétique. Pourtant, cette ignorance de soi en tant que donateur n'élimine pas la possibilité qu'il y ait don. Ainsi, le don ne suppose en aucun cas la transcendance d'un donateur et ne peut être le simple signe de la métaphysique.
le don tel que l'envisage Marion nous permet de sortir de celle-là, non seulement parce qu'il ne présuppose pas de donateur et rompt ainsi avec la logique de la transcendance, mais en plus parce que, comme c'est le donataire qui détermine in fine la présence d'un don, il permet de rompre l'idée d'une origine pleine et première du don. L'interprétation de l'idée vraie donnée à l'aune de la donation, telle que Marion la pense, est la plus féconde parce qu'elle nous permet de rendre raison de façon précise d'un point important. La production, pas plus que l'autoproduction, ne rendent totalement compte des rapports compliqués entre l'activité et la passivité de l'entendement chez Spinoza. Il y a certes chez Spinoza une activité de l'entendement. Et d'une façon générale, la philosophie de Spinoza est une philosophie de l'activité et de la positivité. Mais, comme l'avait bien vu Alquier, il y a un paradoxe de l'activité de l'entendement. Certes, nous pourrions opposer l'intellection chez Descartes et chez Spinoza à l'aide des concepts d'activité et de passivité. Néanmoins, l'activité de l'intellection chez Spinoza est une activité de l'idée vraie et non pas de l'entendement lui-même. L'activité de l'entendement consiste donc non pas tant à produire l'idée vraie qu'à se rendre disponible au dépli de sa pleine activité. C'est donc en tant que donataire que l'entendement doit se rendre disponible au dépli de l'activité de l'idée vraie. Or, cette position du donataire, dont l'activité consiste à savoir se rendre disponible à ce qui se donne afin que le don puisse apparaître comme tel, est exactement la position du donataire dans la phénoménologie de Marion. Il y a don, en effet, parce que le donataire le révèle en le recevant comme tel. En un sens, donc, le sujet est passif, mais en un autre, il est actif, parce que son activité ne consiste qu'en un se rendre disponible à, et non pas en une construction, ni même en une constitution. Cette brouille de la passivité et de l'activité dans le phénomène du don nous permet d'expliquer le dépli de l'idée vraie dans un entendement fini, sachant se rendre disponible à celle-ci, et se retrouve dans le concept d'anamorphose, dont Marion fait le cœur du surgissement des phénomènes saturés. Ceux-ci, en effet, se révèlent à qui a d'abord su se soumettre à la loi de leur apparition. C'est donc l'anamorphose qui permet de rendre compte de cette brouille, en faisant, tout comme dans le don, du donataire, et non pas du donateur, le révélateur, au sens presque photographique, du don. Nous pouvons donc rendre sa place au don dans la pensée de Spinoza grâce à la conception marionienne d'un don non transcendant et non métaphysique. Jusque-là, les spinozistes avaient envisagé trois possibilités qui les poussaient ou bien à nier l'essentialité du caractère donné de l'idée vraie, ou bien au contraire à penser ce don comme autoproduction et in fine comme autodonation. Mais Marion nous permet de penser une quatrième possibilité, celle d'un don sans donateur, qui n'est ni transcendant ni origine. Un don dont l'essentiel repose sur une reconnaissance du dépli immanent du donné de la part du donataire. Lui seul nous permet de rendre compte d'un entendement dont la seule activité soit de savoir se rendre disponible à l'affirmation interne propre à l'idée. La phénoménologie de Marion est donc ici un principe herméneutique nous permettant de mieux comprendre Spinoza et de le placer hors de la métaphysique sans pour autant renoncer au don. Leur opposition, qui semblait si forte, se résorbe sur un point tout à fait essentiel aux deux auteurs, le don lui-même. Mais ce rapprochement fondamental sur une même conception du don ne saurait se limiter à un simple outil d'interprétation. Puisque le rapprochement frappe au cœur de la pensée de Marion sur le don lui-même, les points de rencontre s'étendent à de nombreux thèmes de la phénoménologie de la donation. Et pour ainsi dire,
à ses thèmes les plus centraux. Il y a chez Spinoza des intuitions dont Marion lui-même reconnaît qu'elles sont au plus proche de sa pensée. Dans Étant donné, lorsque Marion montre que bien que la donation ne puisse être identifiée à la donnée, il n'y a néanmoins pas de donnée sans donation, la philosophie immanente de Spinoza est immédiatement convoquée à l'appui de cette thèse. Elle permet de penser une donation qui ne soit pas en position de transcendance par rapport aux données, mais qui en soit le simple dépli. Cette position est pensée à partir de la démonstration de la première proposition de la troisième partie de l'éthique, dans laquelle Spinoza pose une nécessité absolue qui ne provient pas d'une imposition de Dieu à quelque chose qui lui serait extérieur, mais au seul dépli immanent de sa puissance. Spinoza permet donc à Marion de sauver l'immanence du donné à la donation, en posant certes une causalité généralisée, mais toujours déjà pensée à l'aune de la facticité, bien plus que de l'effectivité. Nous trouvons là une des raisons pour lesquelles Spinoza refuse probablement les concepts de création, leur préférant celui d'expression. Comme l'a bien montré Deleuze, ce concept permet à Spinoza de maintenir l'immanence de l'effet sur la cause. De la même façon, cette articulation de la donation et du don permet d'expliquer l'utilisation par Spinoza des concepts de natura naturata et natura naturans, afin de mettre à mal la hiérarchie entre un créateur et ses créatures. Or, une fois de plus, cela permet de rendre parfaitement raison de la donation telle que l'envisage Marion, puis pour tous les phénomènes. Je cite Marion: « La donation ne traverse pas transitivement le don, elle y reste à demeure. La donation se découvre comme l'instance par excellence de l'immanence. » Nous comprenons alors l'intérêt de Marion pour la philosophie de Spinoza, puisque, après le don, c'est maintenant la relation essentielle entre la substance, les attributs et les modes qui fait l'objet de son attention, parce que c'est là que se révèle la structure pleinement immanente du donné à la donation, son pli. Comme le dépli de la substance n'est rien d'autre que l'expression de la puissance de Dieu, le Dieu de Spinoza intéresse au plus haut point Marion, alors que nous aurions pu penser que rien ne le rebute plus que ce Dieu-là, métaphysique s'il en est, de par sa détermination originaire en tant que causa sui. Mais Marion montre qu'il y a chez Spinoza une tension essentielle dans sa conception de Dieu. En un sens, elle nous renferme dans la métaphysique, mais en un autre, elle nous ouvre le chemin vers un Dieu non métaphysique, pensé selon la causalité immanente bien plus que la causalité transitive, nous permettant ce faisant d'échapper à la causalité efficiente. Grâce à sa conception d'un Dieu immanent dont les effets sont l'expression de son essence, Marion trouve chez Spinoza une possibilité de penser Dieu à l'aune du pli de la donation et donc hors de la métaphysique. Même dans les conceptions les plus métaphysiques de Spinoza, à savoir un Dieu causa sui et une omniprésence de la causalité et de la nécessité, nous trouvons bien, selon Marion, une certaine sortie hors de la métaphysique par le fait que les distinctions tranchées qu'elle nous impose, c'est-à-dire, in fine, la distinction déridienne s'il en est entre un intérieur et un extérieur, deviennent elles-mêmes impensables. Dans le système immanent de Spinoza, les frontières se brouillent parce que la causalité immanente affole celle entre l'effet et la cause, mais aussi celle entre les substances et les modes, puisque si d'un côté tous les modes sont en Dieu, Dieu est également en toute chose. Enfin, elle remet aussi en cause les frontières de l'individualité, puisque toute chose singulière est à la fois un composé et néanmoins un composant. L'assimilation immanente de Dieu et de la substance spinoziste permet aussi de penser certaines des caractéristiques les plus importantes de la saturation des phénomènes. C'est là le cas pour la détermination de leur mode d'arrivée que Marion nomme
arrivage. Les phénomènes saturés n'étant ni prévus ni prévisibles, ils ne se contentent pas de se montrer selon une arrivée dont nous aurions déterminé a priori les conditions d'effectivité. Il y a une certaine contingence de ceux-ci en ce qu'ils se montrent selon leurs propres lois. Or, alors que cette contingence inscrite dans les phénomènes saturés devrait éloigner une nouvelle fois Marion de Spinoza, il n'en est rien. Certes, Marion lui-même, dans un premier temps, prend ses distances avec le spinozisme parce que la contingence y relève souvent de l'ignorance du sujet et non d'une non-détermination des phénomènes. Citant Éthique 1.33 Scoli, il rappelle que, pour Spinoza, la contingence déterminerait moins les phénomènes suivant leur donation que leurs diverses relations à ma finitude. Ce faisant, cette contingence, pour nous, disparaîtrait pour un entendement parfaitement utilisé. Il devrait donc y avoir là encore une brèche incommensurable entre les deux auteurs. Mais comme souvent, sitôt ce texte cité, Marion montre qu'une autre lecture de Spinoza peut au contraire le placer au plus proche du phénomène saturé en pensant une contingence radicale des modes finis. Contingence ne dépendant plus de conditions épistémiques relatives à un sujet, mais étant inscrite dans les modes mêmes. S'appuyant cette fois sur Éthique 1.29, Marion note que la chose est, en tant qu'elle est, autre que soi, intrinsèquement marquée d'extrinsèque, nécessairement affectée de non-nécessité. Or, cela est le cas, écrit-il chez Spinoza, parce que si Éthique 1.29 pose bien que les modes sont déterminés par la nature divine, cela signifie d'abord que, sans celle-ci, ils seraient demeurés contingents. Mais cela manifeste aussi que cette nécessité, parce qu'efficiente, leur advient de quelque chose qui, sous certains aspects, est différent d'eux-mêmes, c'est-à-dire la substance elle-même. Enfin, cela montre que cette nécessité ne leur devient immanente que pour autant qu'elle se pense comme cause. Ainsi, paradoxalement, la nécessité des modes chez Spinoza est pensée à partir d'une contingence radicale proche de celle qui frappe les phénomènes saturés. Puisque nous sommes passés d'un rapprochement sur Dieu, puis sur la substance, à une proximité quant à la contingence des modes, nous pouvons alors comprendre le dernier point fondamental sur lequel Marion se rapproche de Spinoza. Dans la description des phénomènes saturés, la première consiste à saturer la quantité, et donc à rendre le phénomène invisable. Il est invisable parce qu'il ne peut se soumettre à la synthèse successive des parties dont est formé le phénomène objectal. Le phénomène saturé se donne d'abord dans une synthèse instantanée que nous ne construisons pas par une somme de parties. Or, dans cette description de la synthèse instantanée, Marion donne deux exemples paradigmatiques, l'étonnement chez Descartes et l'admiration chez Spinoza. Toutes deux proviennent d'une manifestation événementielle, c'est-à-dire d'une apparition qui ne peut être reliée à une série causale la précédant. D'où l'effraction qu'elle fait dans le monde de la causalité et l'étonnement ou l'admiration qu'elle provoque. À la différence des objets, les phénomènes saturés ne peuvent se prévoir à partir des parties qui les composeraient par une simple sommation. Or, Marion retrouve cette déliaison causale à l'identique dans la définition de l'admiration que propose Spinoza. Je cite. L'admiration est l'imagination d'une chose en quoi l'esprit reste fixé parce que cette imagination singulière n'est aucunement enchaînée aux autres. Avec le premier phénomène saturé qu'est l'événement, un phénomène advient sans que nous ne puissions le prévoir à l'aide de la connaissance des causes d'autres phénomènes qui le précèdent. Certes, Marion affirme que Spinoza ne va pas jusqu'à penser un phénomène délié positivement de causalité efficiente, et qu'il demeure donc bien sur ce point dans une pensée de la causalité intramondaine. Mais il fait néanmoins un premier pas
vers la pensée du surgissement du phénomène et de sa perception à l'aune de l'arrivage, grâce à une impossibilité de le relier à un ordre intramondain. Bien qu'il demeure dans la pensée du manque et ne s'élève pas jusqu'à la non-détermination positive des phénomènes par excès, ce manque introduit tout de même dans la causalité une première brèche importante qui permet de tracer un chemin hors de la métaphysique et de sa causalité généralisée. Cette absence de causalité pleinement identifiable est d'ailleurs confirmée par la mobilisation d'un horizon infini nécessitant une herméneutique elle-même infinie. Pour percevoir les phénomènes saturés, il faut donc les laisser se donner dans toute leur démesure, sur une multiplicité d'horizons et non sur un horizon unique que nous leur imposerions. Or, pour Marion, c'est encore le cas de la substance unique chez Spinoza, substance qui se donne bien selon une multiplicité d'attributs ou des attributs infinis. Je sais que c'est une lutte spinoziste chère à Charles Ramon. Donc, pour Marion, c'est encore le cas chez la substance unique chez Spinoza, puisque celle-ci déborde ce que nous pouvons en recevoir. Certains de ces attributs nous étant par définition inaccessibles, la substance se donne toujours déjà sur un horizon infini qui dépasse de beaucoup ce que nous pouvons en recevoir. Ainsi, même dans le cas de la détermination des phénomènes saturés et de l'herméneutique infinie qu'il nous impose, c'est encore Spinoza qui apparaît sous la plume de Marion comme exemple privilégié de description du mode de manifestation des phénomènes saturés. Pour conclure, moins que Descartes, mais nettement plus que Malebranche, qui est pour Marion la figure du métaphysicien radical. Spinoza fait pleinement partie des auteurs avec lesquels Marion est en dialogue dans la construction de sa phénoménologie. Il trouve en lui de nombreuses lignes de fuite hors de la métaphysique qui rejoignent paradoxalement plusieurs thèmes que nous retrouvons dans la description des phénomènes saturés. Tout comme il y a, sous la plume de Marion, de Descartes, Spinoza entretient avec la métaphysique des rapports complexes et ambivalents qui permettent de comprendre son jeu dans les textes de Marion. La place de Spinoza dans l'histoire de la métaphysique a fait l'objet de nombreux débats dans les études spinozistes. D'un côté, Spinoza semble prisonnier de celle-ci, peut-être même un de ses représentants classiques les plus éminents, tant par l'utilisation de tout son champ sémantique que par la reprise de ses problématiques et de ses thèmes les plus importants. Nous comprenons donc qu'il y ait un Spinoza pouvant se donner comme l'adversaire le plus fondamental de Marion, et qu'une partie de ses textes le prennent pour cible. Mais il y a un autre Spinoza, dont la place au sein de la métaphysique est au plus haut point questionnable. Bien que Spinoza ait rédigé des Cogitata Metaphysica qui vont jusqu'à conserver la distinction entre la métaphysique générale et la métaphysique spéciale, il a de fait construit l'édifice philosophique et ontologique pour lequel il n'y a pas d'au-delà. Nous avons vu avec Marion qu'une lecture non métaphysique de Spinoza est tout à fait envisageable, et ce sur les points les plus fondamentaux de sa doctrine. Un don sans donation transcendante, une certaine contingence ordinaire des modes finis, et un horizon infini sur lequel se donne la substance. Certes, cette fuite hors de la métaphysique n'est pas complète, et nous ne pouvons pas identifier la pensée de Marion avec celle de Spinoza. Toutefois, souvent, Marion et sa phénoménologie de la donation se glissent dans les fractures de la métaphysique ouvertes par Spinoza. Nous avons donc trouvé de nombreux rapprochements possibles entre les deux auteurs. Une substance relevant d'une herméneutique infinie, une certaine indétermination des modes finis, un pli expressif entre la natura naturae et la natura naturata, etc. Toutefois, tous reposent sur une proximité fondamentale quant à la pensée du don. Paradoxalement, ce qui permet à Spinoza de sortir de la métaphysique est précisément le fait de penser un don immanent, se passant de tout donateur transcendant et ne reposant que sur un savoir
se rendre possible de la part du donataire. Or, c'est là le cœur de la phénoménologie de la donation de Marion, qui fait reposer le don, pour l'essentiel, sur le donataire. Ainsi, ces points de rencontre inattendus entre Marion et Spinoza nous permettent de jeter une lumière nouvelle sur Spinoza en faisant fondamentalement un penseur du don, mais aussi sur Marion en montrant, contrairement aux interprétations traditionnelles, que c'est peut-être autant chez Spinoza que chez Descartes ou que chez Pascal qu'il faut chercher les intuitions fondamentales de la phénoménologie de la donation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Et il faut enlever vos micros si vous voulez qu'on entende vos applaudissements. Merci. Écoutez, je vais changer l'affichage pour qu'on se voit tous. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Stéphane Vinolo pour cet exposé extrêmement intéressant. Écoutez, bon, je pense qu'il y aura certainement d'autres questions. Je n'ai pas de doute à ce sujet-là. Mais si vous voulez, bon, vous êtes d'une certaine façon, c'est peut-être une question sur laquelle peut-être vous n'allez pas répondre tout de suite, mais j'aimerais que vous y répondiez à un moment ou à un autre dans la discussion, c'est-à-dire en quoi cette méditation, cette réflexion que vous faites sur Marion s'intègre dans votre propre parcours tel que je l'ai rappelé au début, c'est-à-dire dans toute cette théorie de la méconnaissance, des structures paradoxales, du destin qui se réalise alors même qu'on voudrait y échapper, etc. Bon, tout ce qui est un peu votre vision des choses. Et donc, comme vous avez consacré beaucoup de travaux à Marion, etc., j'aurais aimé savoir si vous… Attendez, j'ai des interférences là. Pensez bien à couper vos micros les uns et les autres. Peut-être Jean-Marc, oui, Bourdin. Voilà. J'aurais aimé savoir au fond quelle place vous donnez à Marion, parce que pour moi ça reste un tout petit peu mystérieux, étant donné, si vous voulez, la proximité des auteurs qui sont les vôtres, c'est-à-dire vous êtes sur Spinoza, vous êtes sur Rosset, vous êtes sur Smith, vous êtes sur Derrida, vous êtes sur Girard, et pour moi ça c'est un ensemble, je dirais, relativement cohérent. Mais quand j'arrive dans Marion, j'ai l'impression vraiment d'être dans un autre monde, si vous voulez. C'est pour ça que je me demandais comment ça pouvait s'accorder. Alors, je ne peux pas laisser passer certaines choses contre Spinoza. Donc, traiter les spinozistes d'imbéciles heureux, ça non. Si vous voulez, j'ai envie de retourner le compliment. Peut-être que les spinozistes sont des imbéciles heureux, mais les anti-spinozistes sont des gens malheureux, hein, puisque on a passé 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles à réfuter Spinoza, à le piétiner avec la dernière rage. Bon, écoutez, à choisir, je préfère quand même être dans le premier camp. Bon. Ensuite, qu'on l'adapte à tout, bien sûr qu'on l'adapte à tout. Enfin, je veux dire, mais tous les philosophes sont adaptables à tout ce qu'on veut. Ce sont des matrices conceptuelles, ce sont des. Alors Spinoza, c'est vrai, a une espèce comment dire, de survie, enfin de résurrection permanente, qui fait que de siècle en siècle, de mouvement intellectuel en mouvement intellectuel, de mouvement, pour ainsi dire, politique en mouvement politique, pour ne pas dire de mouvement scientifique en mouvement scientifique, il est toujours repris, toujours réactualisé, toujours revisité. Et c'est vrai que ça a un côté un petit peu extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'interprétations à ce sujet-là, mais je ne pense pas que ce soit comment dire, quelque chose qu'on puisse lui reprocher, de toute façon. Ça, c'est un deuxième point. Alors, j'en viens donc au point qui me… Parce que moi, je vous le dis tout de suite, je comprends à peine… si vous lisez Causa sive ratio de Caro, vous êtes stupéfait par la violence comment dire, que déploient ces cartésiens à l'égard de Spinoza, et je dirais surtout l'incompréhension que ça manifeste, l'incompréhension délibérée. Mais bon… je vais juste concentrer mon intervention sur un point. Lévinas, Marion, etc., ce sont tous des gens qui, au fond, ne se satisfont pas de l'être. Ok, on a compris. La réalité ne leur suffit pas.
Très bien. Donc, ils veulent, c'est toujours l'altérité, c'est toujours une brisure, c'est toujours un dépassement, c'est toujours quelque chose de au-delà qu'ils cherchent et qu'ils reprochent à Spinoza de ne pas avoir cherché lui-même, faute de l'avoir trouvé, bien sûr. Et c'est pour ça le titre de Lévinas, Totalité et infini. Spinoza est du côté de la totalité et la bonne philosophie devrait être du côté de l'infini, c'est-à-dire ce qui brise la totalité. Donc, quand vous êtes dans cette phénoménologie, quand vous êtes chez Marion, quand vous êtes chez Lévinas, vous avez des gens qui cherchent toujours d'une façon ou de l'autre un au-delà de l'être. Enfin, c'est quand même le fond de l'affaire. Alors, je suis quand même étonné, si vous voulez, de voir que, enfin, alors vous allez me répondre, bien sûr, hein, j'étais vraiment étonné, enfin, c'est le mot que je ne peux pas trouver un meilleur mot, euh, de, de voir que vous présentez chez Marion, alors c'est peut-être parce que je ne le connais pas assez bien, quelqu'un qui chercherait au fond une donation totalement immanente. Parce que, si vous voulez, la donation, par définition, me semble-t-il, implique une sorte de transcendance, quoi. La donation n'est pas un échange économique à somme zéro, à reste nul. Quand vous donnez, il y a un plus, il y a quelque chose qui était imprévisible, il y a quelque chose qui n'était pas dans une réalité entièrement saturée de causalité et d'efficience. Bon, vous parlez d'amour, vous parlez de plaisir, vous parlez de créativité. On voit bien que la notion de don, même si on la réduit au donataire, implique quand même une espèce d'au-delà de la réalité. Enfin, comme dirait Badiou, on sort du cercle de l'encyclopédie. Enfin bon, il y a une intervention, il y a une brisure, il y a une événementialité. Enfin, il y a toujours quelque chose. Et alors donc, comment dire, vous êtes vraiment, enfin, je reste donc étonné, si vous voulez, qu'on puisse penser qu'il y a, enfin, comment est-ce que vraiment Marion défend, parce que ça me paraît contradictoire tout simplement avec sa méthode générale, comment il peut défendre et valoriser, si vous voulez, cette idée d'une donation complètement immanente. Bon, parce que ça me paraît contradictoire dans les termes. Ça, c'est une première grande question. Et deuxièmement, ben après j'en finirai, je laisser à tout le monde intervenir, mais c'est un peu pour lâcher un peu la pression. Le rapport à la métaphysique. Bon, alors, j'ai retrouvé dans mes propres travaux le passage de la théologie blanche de Descartes dans la conclusion, page 413-414, c'est pour ainsi dire les dernières lignes, donc c'est la conclusion, où Marion écrit ceci. Donc c'est à propos de Descartes. Chez Descartes, je cite, « L'analogie se défait sans que ses membres déjà disjoints aient perdu les jointures qui en un temps déjà révolu les eussent assujettis l'un à l'autre. L'analogie comme figure survit un instant à la dissolution de ses membres et donc en laisse une dernière fois paraître le sens. Cet instant avec Descartes passe et cette auguste disparition honore celui qui la consomme. » Bon, ce n'est pas très clair, je sais bien, mais on voit bien l'idée. On voit bien l'idée. L'idée générale, c'est que on n'arrive pas à savoir si Marion célèbre Descartes ou si, au contraire, il le critique. Vous voyez cette phrase extraordinaire. Cette auguste disparition honore celui qui la consomme. Donc Descartes a commis une auguste disparition, c'est-à-dire comme un trois-mâts dans une bataille navale, eh bien, il a cloué son drapeau au grand mât et il a sombré. Et donc, alors, il faut le louer parce qu'il a sombré courageusement, ou il faut au contraire le critiquer parce qu'il a sombré. Donc, si vous voulez, je trouve que la position des phénoménologues, pour ainsi dire essentiellement heideggeriens quand même, il faut le dire, hein, bon, c'est ça que vous ne l'avez pas dit, mais il faut le dire quand même, à l'égard de Descartes et l'histoire de la métaphysique est quand même étrangement ambiguë. Pourquoi, si vous voulez, ma question est la suivante, pourquoi dévaloriser à ce point Descartes, Spinoza, pardon, pourquoi le rattacher à l'histoire de la métaphysique comme si c'était une honte, pourquoi dire il est le plus métaphysicien de tous comme si c'était une insulte, alors qu'en même temps, on dit que Descartes, sans doute sombre avec la métaphysique, mais de façon tellement auguste. Alors, en quoi est-ce que Spinoza
est-il plus métaphysicien que Descartes? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Descartes qui est accusé finalement par Marion? Je ne comprends pas ce double standard, pour parler à la façon anglaise. Donc voilà, voilà quelques questions en vrac. Donc votre rapport à Marion, le rapport à la donation immanente et le rapport à l'histoire de la métaphysique. Pourquoi privilégier Descartes et pourquoi accabler Spinoza, alors qu'au fond, en réalité, on ne voit pas les raisons de cela. Puis après, il y aura peut-être d'autres questions et je vous laisse. Merci beaucoup. Je reprends les points Oui. tels que je les ai notés. Tout d'abord, sur cette espèce de haine contre Spinoza. Et effectivement, je me souviens que lorsque j'avais défendu ma thèse donc, sur Marion et devant Marion, je lui avais évidemment parlé de Spinoza. Et il m'avait dit, bon, écoutez Stéphane, Spinoza, c'est vraiment une lecture d'adolescent. Et après, il faut un petit peu grandir et aller lire Descartes. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond. Il y a un point quand même que je veux signaler, c'est sur les différentes interprétations de Spinoza. Parce que, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, oui, évidemment, les philosophes sont toujours interprétés de manière différente, de façon divergente, mais il y a quand même quelque chose que peut-être, comme vous tous ici, vous êtes des spinozistes professionnels, disons, peut-être que vous ne mesurez pas quand même la surprise des gens qui ne sont pas, comme moi, spinozistes professionnels, face à la multitude des interprétations de Spinoza. C'est-à-dire que, par exemple, quand même, moi, je me demande, pour reprendre le cas de Frédéric Lordon, donc Frédéric Lordon lit Spinoza, et les Golden Boys de l'école de Chicago, formés par Léo Strauss, qui faisaient une fois par semaine un vol Chicago-Santiago et qui allait conseiller Pinochet, lisaient aussi Spinoza. Et là, quand même, il y a un grand écart qui ne relève plus d'une simple interprétation ou d'une simple difficulté d'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez Spinoza un cas peut-être un petit peu unique en histoire de la philosophie sur la multiplicité des interprétations. C'est-à-dire que les gens ne se battent pas sur tel ou tel point de la philosophie de Spinoza. Ils se battent peut-être sur le geste même de la philosophie de Spinoza. Ça, c'est quand même un petit peu particulier. Le problème de la métaphysique et de la relation à Descartes. Je crois qu'il y a un point qui est un petit peu surprenant à penser chez Marion, mais je crois que moi, je l'exprimerai comme ça. Ce qu'il y a de génial chez Descartes pour Jean-Luc Marion, ce sont les échecs de Descartes. C'est-à-dire qu'au fond, Descartes, le Descartes des règles de la direction de l'esprit, le Descartes du discours de la méthode, eh bien, c'est le Descartes, pour ainsi dire, métaphysique. Mais dans ce processus de construction métaphysique, Descartes rencontre des échecs. Par exemple, c'est toute cette idée du concept de chair dans la méditation 6. Tout à coup, lorsqu'il faut penser non plus les corps, mais mon corps. Et là, tout à coup, apparaît un espèce de nouveau Descartes qui se voit dans l'obligation de proposer un concept, celui de chair, qui est évidemment en rupture avec tout ce qu'il avait essayé de construire auparavant. Donc, paradoxalement, on pourrait dire que ce que célèbre Marion chez Descartes, c'est tout ce que Descartes n'a pas pu faire. Parce qu'en ne pouvant pas le faire, il a montré une brisure dans l'histoire de la métaphysique, brisure qu'il faut maintenant reprendre, et ce sont les philosophes post-cartésiens qui doivent maintenant s'engouffrer dans ces différentes brisures. Sur le problème de l'être, là, il y a un débat phénoménologique très difficile de la relation entre Marion et Lévinas. Parce qu'il est clair, je crois, que Lévinas cherche un au-delà de l'être, puisque le titre même d'un de ses livres porte cette expression. En revanche, il n'est pas du tout sûr que Marion cherche un au-delà de l'être, ou que Marion cherche quelque chose qu'il ne trouve pas dans l'être, puisque Marion cherche plutôt, je crois, à penser sans l'être, et non pas au-delà de l'être.
D'ailleurs, son livre le plus célèbre s'appelle bien Dieu sans l'être et non pas Dieu au-delà de l'être. Donc, je crois que la relation avec la transcendance ou avec l'extériorité, même d'ailleurs avec l'altérité, qu'on va trouver chez Lévinas, qui est là pour le coup clairement marqué par la transcendance et l'extériorité, n'est pas du tout la même que celle qu'on va rencontrer chez Marion, qui est beaucoup plus un penseur de l'immanence. Et ça me permet justement de dire quelques mots sur le problème du don. Là, je ne suis pas du tout sûr que le don implique nécessairement un donateur transcendant ou qu'il y ait ce que vous avez appelé un quelque chose additionnel ou un en plus dans le don. Parce qu'en réalité, comme essaie de le montrer Marion, mais comme l'avait aussi déjà en partie montré Derrida, chaque fois qu'on va pouvoir penser qu'on est soi-même donateur ou qu'il y a un donateur dans la relation de don, eh bien alors nous entrons immédiatement dans les relations de don qui sont celles du don anthropologique, c'est-à-dire du système de donation, mais qui n'a justement, pour Jean-Luc Marion, absolument rien à voir avec le don. Il y a un anthropologue français, son nom m'échappe à l'instant, qui était Marcel Hénaff, qui était professeur à l'université de San Diego, je crois, qui a écrit un livre entier pour justement critiquer Marion, Derrida, Lévinas, Ricoeur sur le problème du don. Et là, pour le coup, l'absence de dialogue est assez impressionnante puisque sans cesse Hénaff va leur faire l'objection selon laquelle ils ne comprennent rien au don puisque le don implique un contre-don, une reconnaissance publique, etc., etc. Et Marion sans cesse va dire, oui, mais c'est très précisément le don que moi, je ne souhaite pas penser. C'est-à-dire que c'est très précisément le don qui, pour moi, n'est pas un don. Donc, cette idée du don immanent telle qu'entend la mettre en place Marion s'oppose en tout point à ce que nous appelons de façon traditionnelle un don dans le système de donation ou dans les relations réciproques. Et c'est là probablement où apparaît la relation de Marion avec mon propre parcours, puisque évidemment, ces relations de donation réciproque, comme nous l'a tellement expliqué René Girard, eh bien, avant d'échanger des cadeaux, elles échangeaient évidemment avant tout des coups et elles échangeaient avant tout de la violence. Donc, si nous voulons penser un don, il faut absolument, et sur ce point-là, je pense que Marion a raison, il faut absolument réussir à s'abstraire de tout ce que nous a mis dans la tête l'anthropologie avec les relations réciproques d'échange de dons et de contre-dons. Votre micro est éteint. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette réponse. J'aurai certainement des relances à faire éventuelles, mais on pourra les faire par la suite. Je vais évidemment donner plutôt la parole à des gens qui souhaiteraient vous interroger, quitte ensuite à réintervenir par la suite si l'occasion se présente. Donc, est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir, poser une question? Oui, Mario Donoso, qui vient de soutenir une thèse sur l'altérité chez Spinoza. Bon, merci beaucoup de votre conférence très intéressante. Alors, j'aimerais bien poser une toute petite question. Pas sur l'altérité, sur la conception de l'altérité ou sur la manière dont Marion conçoit l'altérité chez Spinoza, parce que vous avez parlé tout à l'heure, mais sur s'il y aurait peut-être une possibilité de lire autrement la manière dont Marion conçoit l'altérité chez Spinoza et de la problématiser d'une autre manière, comme vous faites par exemple avec les dons, et comme vous montrez qu'il y a aussi deux lectures de Spinoza chez Marion, de même qu'il y a chez Descartes. Est-ce que l'altérité permettrait chez Marion une autre lecture différente de Spinoza? Ou vous pensez que non, qu'il y a juste une lecture que Marion ne permette, ou que la lecture de Marion ne permettrait pas d'aller vers une autre interprétation, il reste juste comme la conception d'autrui, comme un objet qui est pensé toujours par rapport à l'ego. C'est ce qu'il, vous avez parlé tout à l'heure, c'est ce qu'il explique dans les
question cartésienne. Alors là, à nouveau, c'est probablement le problème le plus difficile qu'il y a chez Marion. J'ai essayé de lui dire, enfin, je lui dis d'ailleurs, parce que par certains côtés, Marion veut rester très proche d'Emmanuel Lévinas, et d'un autre côté, il a publié un texte qui est le texte que je vous recommande de lire sur ce problème-là, qui s'appelle « La banalité de la saturation », dans lequel il essaie au contraire de s'éloigner un petit peu de Lévinas. Et comme toujours chez Marion, le problème vient d'une lecture de Descartes. C'est-à-dire que vous vous rappelez qu'il y a dans les méditations métaphysiques de Descartes au moins 2 sources différentes pour penser l'altérité. L'expérience de Descartes sur le balcon qui voit passer des hommes dans la rue et puis qui tout à coup se reprend et dit « Non, 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 je ne vois pas passer des hommes, je juge que ce sont des hommes. » Donc, en un certain sens, je construis de l'altérité. Je décide qui va être pour moi une altérité, et l'autre racine qui se trouve dans la méditation 3, avec cette fameuse idée de l'infini en moi, qui est comme la marque de l'autre, et dans ce cas-là du grand autre ou du tout autre en moi. Eh bien, on retrouve cette même fracture chez Marion. À bien des égards, chaque fois que Marion pense le phénomène saturé qu'il appelle l'icône, c'est-à-dire l'altérité, il va être extrêmement proche de Lévinas et dire il y a un certain type de phénomène qui se manifeste d'une telle façon qui fait que ce sont des autres. Et je me rappelle lui avoir dit, mais enfin, vous n'expliquez jamais, par exemple, à différence de Derrida, pourquoi je ne pourrais pas voir la contre-intentionnalité d'un regard sur un regard animal. Ce à quoi il m'avait répondu, moi je fais de la phénoménologie, donc je n'explique pas les pourquoi, je décris. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement un phénomène qui se manifeste d'une façon différente, et ce phénomène-là, on l'appelle l'autre. Mais dans ce texte duquel je vous parle, qui s'appelle « La banalité de la saturation », tout à coup, Marion se lance dans, à mon avis, une interprétation beaucoup plus intéressante. Et il va dire, les phénomènes saturés, ce n'est pas du tout un type de phénomène. C'est une lecture toujours déjà possible de tous les phénomènes. Et ce qui ouvre tout à coup une possibilité de lire l'altérité, évidemment sur des visages humains, mais pourquoi pas sur des animaux, et évidemment, comme nous avons essayé de le montrer ici en Équateur avec un ami anthropologue, pourquoi pas sur un arbre, une rivière, une fumée ou éventuellement un nuage. Donc, tout le problème consiste à savoir si l'altérité s'impose ou si l'altérité se lie. C'est-à-dire que si l'altérité, en un certain sens, relève de la typologie ou si elle relève de l'herméneutique. Et là, je crois que, enfin, une fois, à nouveau, comme vous êtes spinoziste, ça ne vous surprend peut-être pas, mais on est quand même étonné, quand on lit un livre qui s'appelle « L'éthique », de voir à quel point l'autre est absent. C'est-à-dire que si Dieu arrive en retard, parce qu'il arrive que dans la 6e définition de la première partie, mais alors là, pour le coup, l'autre, lui, il arrive carrément en retard. C'est-à-dire que dans un livre qui s'appelle « Éthique », on cherche vraiment l'autre. Et même dans toute la logique des affects ou dans toute la théorie du commerce, que ce soit le commerce financier ou le commerce même ontologique, puisque Spinoza utilise les mots dans ces 2 sens, eh bien, l'autre est toujours un petit peu absent de la philosophie de Spinoza. Donc, je crois que ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est, parce que si vous voulez, dans la lecture que Marion donne de Spinoza, pour lui, en tout cas, c'est clair. Lui, il va constamment dire, voilà, Spinoza n'arrive pas à penser l'altérité. Et il n'arrive pas à penser l'altérité, eh bien, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à déterminer un phénomène qui puisse jouir d'une typologie spécifique qu'on va appeler l'autre. Est-ce que Spinoza arriverait éventuellement par l'autre chemin, non plus celui de la typologie, mais de l'herméneutique, à penser au contraire une espèce d'altérité généralisée? Ça, je ne peux pas vous répondre. Là, ça excède mes capacités, ça excède mes connaissances sur Spinoza.
Voilà, merci beaucoup Stéphane pour cette réponse. Mario, vous voulez répondre, relancer? Ça vous va ou non, ça va comme ça? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Xudong Zhang, alors qui va bientôt soutenir une thèse sur Spinoza et la question de l'individuation. Voilà, donc à vous la parole. OK. Merci beaucoup pour cette conférence assez brillante et inspirante. C'est vraiment intéressant, bien que sur beaucoup de points des lectures marioniennes, je suis peut-être comme monsieur Ramon, je ne suis pas du tout d'accord. Mais dans votre analyse, j'ai trouvé un point intéressant, peut-être qui est un point essentiel dans votre premier ou deuxième argument pour montrer la similitude ou l'affinité spinoziste entre Spinoza et Marion, c'est sur l'idée vraie donnée. Parce que vous avez bien montré que le donateur, c'est le donateur au lieu de donateur qui est le révélateur du don. OK, on accepte ce point. Alors, je vais te demander la question que si on applique ce modèle à la philosophie de Spinoza sur le problème de l'idée vraie donnée, qui est le donateur? Parce qu'il me semble que vous avez utilisé l'entendement comme le donateur des idées vraies. Mais selon ma connaissance, en effet, il n'y a pas une distinction chez Spinoza entre l'entendement et les idées. Parce que l'entendement fini ou infini sont constitués par les idées. Donc, on ne peut pas distinguer un entendement sans idée qui est le donateur des idées données par n'importe qui, je ne sais pas. Donc, en ce sens, je crois peut-être que c'est un point qui posera les difficultés pour votre lecture ou la lecture de Marion. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Jean-Luc Marion reste attaché, probablement par son cartésianisme, au problème des facultés, au problème des facultés, et que même lorsqu'il lit Spinoza, il reste quand même attaché à cette idée selon laquelle il y a des facultés. Or, comme vous le signalez bien, peut-être pourrait-on dire qu'il n'y a pas de différence entre l'entendement et les idées. Mais de toute façon, même si on acceptait ça, on comprend quand même bien sur ce point, il me semble, ce que veut dire Marion avec l'idée de l'anamorphose, mais aussi avec peut-être l'expérience que nous-mêmes avons des idées. C'est-à-dire que j'ai toujours été surpris lorsqu'on lit les biographies de mathématiciens, de physiciens, de voir à quel point, lorsqu'ils parlent de la découverte d'une idée, ils en parlent toujours comme une espèce de réception. C'est-à-dire que tout à coup, ça n'est pas tellement qu'ils ont construit l'idée à laquelle ils sont arrivés, sinon qu'ils ont énormément travaillé, c'est-à-dire qu'ils se sont mis dans une certaine disposition qui a fait que cette idée, tout à coup, a pu être reçue. Et cette idée de la disposition qui permet à l'idée d'être reçue peut très facilement, je crois, se penser, par exemple en esthétique, avec le phénomène d'anamorphose, c'est-à-dire avec le fameux cadre, les deux ambassadeurs, sur lequel écrit tellement Jean-Luc Marion, avec l'idée que selon où je me place, eh bien, je vois apparaître la tête de mort ou non, je vois apparaître le squelette ou non. Et il me semble que là, pour le coup, il y a quand même quelque chose qui peut s'assimiler à la philosophie de Spinoza, avec cette idée que je ne développe pas des idées, sinon que je me mets dans une certaine disposition afin qu'elles se développent en moi. Et je crois que c'est non seulement intéressant pour lire Spinoza, mais c'est probablement même intéressant pour notre propre expérience de ce que peut être avoir une idée. Ah. Je peux dire quelque chose à ce sujet-là, parce que ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je remercie énormément les deux intervenants précédents, parce que c'est vrai que
comment dire, tout ce que vous avez dit sur l'idée vraie et idea vera data était vraiment très, très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on ne peut pas passer par-dessus cette expression. Enfin, Alors, c'est vrai que Spinoza dit, je l'ai vérifié en vous écoutant, il dit quand même peu après, enfin peu avant, que c'est une idée vraie donnée en nous de naissance. Hein. C'est exactement ce qu'il dit dans le traité de la réforme de l'entendement. Donc, comment dire, c'est un peu comme si c'était comment dire, c'est un don qui ressemble plutôt au don que reçoivent c'est génétique d'une certaine façon, c'est naturaliste, vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est une idée donnée de naissance, dit Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement, c'est-à-dire qu'on est grand ou on est petit, on est avec des cheveux blonds ou des cheveux bruns, et puis on est avec une idée vraie, quoi. Donc, il y a une certaine naturalisation du propos. Mais néanmoins, quoi qu'il en soit, ça reste quand même une expression mystérieuse qu'on ne peut par-dessus laquelle on ne peut pas passer. Et je pense que vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que là, une lecture phénoménologique, un peu à la Marion, etc., quand même a sa pertinence, franchement, parce qu'on ne peut pas faire comme si cette expression n'existait pas et comme si elle était latérale. Elle est vraiment centrale dans la théorie de la connaissance. Mais je vais me permettre de vous faire une objection, aussi bien à vous, beaucoup plus non pas vraiment à vous, mais enfin une objection théorique. Vous voyez, vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je m'intéresse beaucoup moi-même aux écrits de mathématiciens. J'ai lu les mémoires de la plupart des grands mathématiciens, leurs mémoires sur leur vie, leurs découvertes, etc. Et ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire que très souvent, que ce soit Poincaré, que ce soit Laurent Schwartz, que ce soit même Alain Cohn ou Villani, enfin, ils évoquent tous cette espèce d'illumination, de réception qui d'un seul coup leur a fait voir quelque chose comme quelqu'un qui arrive en haut d'une montagne et qui voit tout le paysage, quoi. Et donc, on a vraiment cette impression qui a toujours été cherchée par les philosophes et toujours valorisée implicitement et en sourdine, qui est celle d'une passivité de l'esprit. C'est-à-dire qu'au fond, l'idéal, ça serait de recevoir une vision plus ou moins céleste, ou plus ou moins divine, ou plus ou moins rationnelle, mais en tout cas de la recevoir et de ne rien y changer avec cette idée, comment dire, sous-jacente, mais non formulée, que toute intervention subjective a quelque chose de mauvais. Hein, bon, que le sujet doit s'effacer complètement, etc. Mais effectivement, il y a ça chez Spinoza, si on veut, et toute votre idée de la donation de l'idée vraie donnée permettrait de le concevoir, mais en même temps, et vous le savez très bien, mais je vais le rappeler pour le plaisir de la discussion, Spinoza développe quand même une autre idée de l'idée, si j'ose dire, dans le traité, dans la réforme d'entendement et en général dans l'éthique. Et son idée est la suivante. Avoir une idée, ce n'est pas recevoir une espèce d'illumination. C'est tout autre chose. Il dit bien dans Éthique 5, 23, c'est le Scoli, c'est le plus célèbre passage, les yeux de l'âme par lesquels elle voit les choses sont les démonstrations elles-mêmes. Donc, comment est-ce que l'esprit voit? Il n'est pas passif, il ne reçoit pas des choses, il fait des démonstrations. Donc, avoir une idée chez Spinoza, ça peut être, dans certains cas, je ne dis pas qu'il ne l'a jamais dit, ça peut être effectivement recevoir une espèce de lumière extérieure, mais le plus souvent, c'est une activité, et qui n'est pas une simple activité d'affirmation ou de bonheur, non, c'est une activité très précise qui consiste à émettre des propositions, faire des démonstrations, faire des réfutations, et voir finalement qui a raison. Et donc, Spinoza dit dans le traité de la réforme de l'entendement, quand est-ce que je vois que j'ai une idée, quand est-ce que je vois que j'ai une idée solide, quand est-ce que je vois que j'ai une idée adéquate, eh bien, ce n'est pas une propriété intrinsèque de cette idée, c'est parce que je peux continuer mon raisonnement. Mon raisonnement ne s'interrompt pas. Je peux continuer encore une étape, encore une étape, encore une étape, encore une étape. Et donc, il y a chez Spinoza, donc, à côté de cette espèce de passivité de l'esprit et d'idées données, toute une théorie, non pas d'une activité vague, mais d'une activité très précise qui consiste à poursuivre un raisonnement sans jamais s'arrêter. Vous voyez? Donc, Alors là, sur ce point, je crois que je peux vous répondre précisément. Parce qu'il ne s'agit pas pour Marion de passer d'une philosophie de l'activité à une philosophie de la passivité. Et donc, de même que dans le phénomène de l'anamorphose, ça n'est pas une pure passivité. Parce qu'évidemment,
il faut trouver le point de vue à partir duquel certains invisibles du tableau vont tout à coup apparaître comme étant totalement visibles. Donc, il s'agit juste de dire, je crois, qu'il y a en réalité une activité paradoxale. Activité paradoxale qui est justement, enfin, cette expression un petit peu mystérieuse, savoir se rendre disponible à. Alors là, il y aurait tout un travail qui existe. Je sais que vous avez d'ailleurs travaillé sur ça, les dispositions. Euh, Savoir se rendre disponible à quelque chose, c'est une activité en soi. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être relier cette activité paradoxale à ce que vous signalez à propos de l'argumentation ou des démonstrations. J'ai toujours été surpris par le texte de Descartes des règles pour la direction de l'esprit, dans lequel, à un moment donné, il laisse entendre qu'au fond, il n'y a pas une très grande différence entre une intuition et une déduction. Et il laisse entendre qu'au fond, une intuition, c'est une déduction que nous aurions répétée tellement de fois que nous pourrions voir dans un seul et même instant aussi bien le premier pas que le dernier pas. Et là, peut-être, on pourrait penser à partir de ça, cette espèce d'activité paradoxale, de savoir se rendre disponible à. Parce qu'effectivement, pour avoir une fois dans sa vie une seule grande idée mathématique, il faut avoir fait beaucoup de mathématiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout chez Marion d'attendre, et ni chez Spinoza, je crois, d'attendre que tout à coup une idée surgisse dans mon esprit. Il faut au contraire énormément travailler, énormément développer de raisonnement, de confrontation avec les autres, de démonstration, pour que tout à coup quelque chose puisse apparaître. Et donc cette fameuse phrase de l'éthique selon laquelle les démonstrations sont les yeux de l'âme, eh bien peut-être qu'on pourrait justement la penser à partir de ce texte de Descartes, selon lequel, oui, il y a effectivement un moment où on voit, où on voit intueri, mais uniquement après avoir pendant de très nombreux moments, après s'être abonné pendant de très nombreux moments au jeu de la démonstration. Mais qu'au fond, oui, c'est la même chose. C'est juste un problème d'accoutumance et éventuellement de temporalité. Mais que qualitativement, c'est la même chose. Quelqu'un veut dire quelque chose? Parce que moi, j'aurais quelque chose à dire, mais je ne veux pas monopoliser le débat. Est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce niveau-là de la discussion ou poser une question, intervenir? Non? Ah. Ben, si vous voulez, non, ben, je vais juste relancer une fois cette question. Vous voyez, c'est très intéressant. Moi, j'apprécie énormément cette réponse et d'ailleurs, je la crois tout simplement vraie. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, je reviens un peu sur l'anecdote que vous avez racontée et qui, pour moi, était hyper significative. C'est-à-dire, je ne fais pas d'argumentation. Vous m'avez dit que vous avez dit, Marion, je me contente de décrire. Mais oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous décrivez quoi? C'est-à-dire, le réel vous apparaît ou vous avez déjà passé énormément de temps à construire cet objet qui vous apparaît? C'est ça la question. Ah ben là, c'est évidemment une fois de plus, c'est le problème du don. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que dans le don, il n'y a pas de travail de construction, puisque une fois de plus, pour être capable de recevoir, il faut avoir fait quelque chose. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire que je perçois le monde sans aucune catégorie, je ne découpe pas le monde, je ne suis pas le boucher ontologique duquel nous parle Platon dans le Phèdre. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans ce monde-là de j'attends que le don me tombe dessus. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire. Je vais faire tout le travail phénoménologique afin de me rendre disponible au don. Mais il y a tout un travail phénoménologique à faire avant. Oh. Oui, donc est-ce que on a, je vois qu'il y a des gens dont on ne voit que le nom ou des photos, donc ce sont des images relativement immobiles, mais peut-être certains d'entre vous veulent
poser une question ou intervenir. Je n'ai pas regardé le chat. Oui, bon, Jérémy n'était pas content. Je ne sais pas qui est Jérémy, mais enfin, je peux le comprendre. Plus de batterie, je suis dans le métro. Très bien. Écoutez, est-ce que… Attendez, je vais faire mon écran, voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite poser encore une question à notre intervenant? Oui, Evelyne Guillemot, donc, qui a soutenu une thèse sur Spinoza il y a quelques années, oui, enfin une petite vingtaine d'années. On a raison. Bon, donc, moi, j'étais vraiment, j'ose pas dire surprise, parce que finalement, c'est pas vraiment très spinoziste. Je voulais justement intervenir sur ce qui m'a un petit peu étonné, c'est ce rapprochement entre l'étonnement chez Descartes et l'admiration chez Spinoza, à propos des phénomènes saturés. Donc, cette idée que chez Spinoza, il y avait quand même quelque chose qui relevait du don, parce qu'il pouvait y avoir un accueil d'un phénomène surprenant. Alors, l'admiration, c'est un affect et qui est pas du tout valorisé, puisque c'est cette partie de l'imagination qui reste saisie, enfin, qui fixe l'esprit, qui est obnubilé par un objet et qui empêche l'imagination de faire son travail habituel de lien des idées, bon, et des représentations. Donc déjà, ça me surprend beaucoup, et d'autant plus qu'il y a une énorme différence dans l'ordre des sentiments qui constituent le fonctionnement de l'esprit entre Descartes et Spinoza, puisque justement chez Descartes, l'étonnement, enfin, l'admiration, c'est la base, c'est ce qui va provoquer l'activité de l'esprit, alors que chez Spinoza, c'est le contraire. C'est plutôt des affects comme l'amour, la haine, qui sont en prise. Et puis, alors, ma remarque, c'est que de toute façon, la démarche, enfin, moi, je m'appuie que sur les textes, hein, voilà, je regarde les textes, seulement les textes. Et donc, tout ce qui peut être interprétation un peu bizarre, bon, je reviens au texte pour voir si ça a du sens. Et donc, il me semble que dans la 5e partie de l'éthique, c'est-à-dire ce qui est au fond l'objectif de la démarche de Spinoza, c'est qu'on arrive à un certain ordre de nos affects, que l'esprit arrive à ordonner les affects avec, disons, des techniques, et le but étant justement de ne plus laisser la place à ce genre de situation où on est complètement surpris et où on ne comprend plus rien. Et, par exemple, quand il parle de ceux qui sont surpris par le corps humain auquel ils ne comprennent rien, qui croient au miracle, c'est extrêmement négatif. Donc tout l'objectif de la démarche philosophique, c'est bien au contraire d'avoir des exercices spirituels dans lesquels on puisse prévenir ce genre de situation. Et puis une dernière remarque, c'est que l'idée adéquate, ça relève d'un processus, c'est d'une activité de l'esprit, et la connaissance du deuxième genre est ce qui prépare à l'intuition intellectuelle, en fait. Et donc, il y a, enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été très, très surprise j'ai lu un peu Marion, et je connais un petit peu, pas très bien, mais un peu quand même. J'ai été très surprise de ce rapprochement. Alors, je ne devrais pas être surprise, je devrais au contraire travailler pour mieux comprendre. Alors, j'ai essayé de comprendre ce qui a été dit, mais j'avoue que ça m'a beaucoup bousculée. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Alors, il y a un point sur lequel, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que le geste même de la philosophie de Spinoza et de la philosophie de Marion soit de gestes radicalement différents. Ça, on est d'accord avec cette volonté de l'ordre chez Spinoza en un sens de la maîtrise, évidemment. Et évidemment, ceci a un impact très fort, comme vous signalez, sur la dévalorisation de l'admiration. Mais dans la philosophie, en tout cas telle que la pense Marion, le problème n'est pas tellement de valoriser ou de dévaloriser. Comme il dirait lui, le problème, c'est de décrire. Donc, évidemment, il y a tout un tas de phénomènes qui vont être des phénomènes ordonnés, qui vont être des phénomènes liés causalement, de façon intramondaine, etc., etc.
Mais l'admiration lui sert, il me semble, à montrer que même chez Spinoza, il y a de toute façon la description d'un certain type de phénomène qui violente ce que nous pouvons construire ou ce que nous pouvons constituer. Et c'est en ce sens que l'admiration va lui servir. Alors, c'est pas un exemple essentiel dans la philosophie de Marion, hein, mais c'est juste un exemple, je crois, qu'il utilise pour dire, même chez les philosophes comme Spinoza, il y a quand même un apparaître qui violente ce que nous pouvons construire ou ce que nous pouvons constituer. Et cet apparaître, en tant que phénoménologue, il se doit de le décrire. Et donc, c'est à partir de tous ces phénomènes-là, ces fameux phénomènes saturés qui apparaissent toujours en excès, etc., qu'il va pouvoir retrouver une certaine lecture de Spinoza. Et évidemment, un Spinoza qui, une fois de plus, comme chez Descartes, n'est probablement pas ce que souhaitait faire Spinoza. C'est-à-dire qu'il est bien clair, comme vous le signalez, que tout le but chez Spinoza serait presque d'arriver à annuler l'admiration. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un état avancé du philosophe qui ne ressent plus d'admiration, justement à partir du moment où il serait capable d'ordonner causalement tous les phénomènes. Ça n'est pas du tout ça que va chercher Marion chez Spinoza, c'est exactement le contraire. Ça consiste à dire que même ces phénomènes que pourtant on ne peut pas relier causalement, ils apparaissent. Donc, en un sens, ils se donnent. Et peut-être faut-il les décrire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nicolas Maté, qui est en train de rédiger une thèse sur la question de l'éducation chez Spinoza. Merci, Monsieur Vinolo, pour votre présentation. Une question, c'est peut-être un peu tard pour poser cette question. En quoi Jean-Luc Marion est-il influencé par sa foi? Est-ce qu'on est du côté du salut des ignorants, dont parlait Matron? Est-ce qu'on est du côté du cercle carré, dont parlait Heidegger pour la philosophie chrétienne? Est-ce que la pensée de la donation ne renvoie-t-elle pas à la grâce, à quelque chose là, de donner, donc il renvoie plus à la théologie qu'à la philosophie? Et quel est le rapport de Marion au TTP? Voilà. Alors là, c'est un problème très, très grave. Il faut un séminaire pour répondre à cette question. Alors, si on écoute Jean-Luc Marion lui-même, évidemment, il va dire constamment qu'il arrive à tenir à distance la phénoménologie et la théologie. Et il va dire justement que tous ces premiers travaux sont des travaux de phénoménologie et qu'il arrive à la phénoménologie non pas par la grâce, mais au contraire par ses lectures de Heidegger et de Husserl. Et de fait, il y a chez Husserl et chez Heidegger, avec ce fameux, ne serait-ce que le fameux Es-Gibt, mais il y a déjà chez Heidegger toute une pensée du don et toute une pensée de la donation. Donc, selon ce que lui dit, son itinéraire va de la phénoménologie à la théologie. C'est parce qu'il a besoin de penser le don dans le cadre de la phénoménologie qu'il va faire ensuite tout un chemin théologique. Après, évidemment, nous qui sommes lecteurs de Jean-Luc Marion, on ne peut quand même pas faire totalement comme si on ne savait pas que dès le départ, en réalité, il y a une influence théologique. C'est-à-dire que dès la publication en 1977 de L'idole et la distance, on voit clairement qu'il y a une influence théologique de sa pensée. Oui, je voudrais, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais je voudrais juste, merci pour votre réponse. Peut-être Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose, non? Non, c'est bon. Donc, oui, vous avez raison, c'est une question très, très, très étrange et très difficile. Si vous voulez, puisqu'on parle de l'altérité chez Spinoza, bon, je ne sais pas si ces paroles serviront de conclusion ou pas, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais en tout cas, dans ma tête, c'en est au moins une conclusion partielle. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, on a parlé de Matron, etc. Le traité théologico-politique de Spinoza, cette œuvre qui a rendu
tout le monde, et notamment les théologiens et les prêtres, si fou furieux, est quand même un traité que, quand on le lit objectivement, dans lequel Spinoza fait preuve d'une ouverture à une extériorité, à une altérité radicale tout à fait extraordinaire. Je trouve que les catholiques ne lisent pas assez le traité théologico-politique, parce que s'il y a bien un endroit où Spinoza baisse la tête en quelque sorte devant les Écritures, c'est bien là. Il dit, moi je ne peux pas comprendre que les ignorants soient sauvés, mais Moïse l'a dit, les grands prophètes l'ont dit, je l'accepte avec, comme dit, une certitude morale. Et donc, si vous voulez, vous avez vraiment un endroit dans l'œuvre de Spinoza où il y a cette espèce d'accueil à une altérité incompréhensible et sous la forme du message fondamental des Écritures. Et c'est quand même pas rien, vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, deuxièmement, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre exposé, au fond, c'est que peut-être vous ne l'avez pas exprimé comme ça, mais je l'ai senti comme ça en tout cas, donc je suis dans la position de l'homme devant l'anamorphose. Je pense que vous nous avez donné à voir, et avec Marion, c'est assez important, cette sensation que, bien que nous soyons professionnels du spinozisme, pour la plupart d'entre nous, ou du moins très amateurs, on a quand même souvent devant Spinoza, et c'est une sensation qui me revient de temps en temps. Si vous voulez, quand vous lisez Spinoza, vous voyez quelqu'un qui raconte que dans sa jeunesse, il a failli mourir d'angoisse, de dépression, parce qu'il avait une inquiétude devant le chemin qu'il devait prendre dans sa vie. Mais à mon avis, ce n'était pas seulement une inquiétude devant ça. C'est-à-dire qu'il y a chez Spinoza une espèce d'intuition mystique d'une puissance absolument infinie. Et il dit à un moment, vous avez cité la proposition, que tout ce qui tombe sous un entendement infini doit être réalisé ou passer à l'existence. Et c'est souvent ce que j'appelle moi-même une espèce de vision cauchemardesque de la réalité. C'est-à-dire qu'au fond, Spinoza se retrouve comme un homme devant une puissance naturelle tellement gigantesque qu'il sait qu'elle va produire des monstres, des horreurs, du chaos, de l'obscurité, etc. Et d'une certaine façon, il s'en protège avec une grille d'axiomes, une grille que Deleuze aurait peut-être appelé une ombrelle, c'est-à-dire quelque chose, la philosophie, à mon avis, chez Spinoza, a été conçue comme une espèce de protection contre le côté aveuglant et effrayant de cette réalité absolument infinie. Et donc, aborder Spinoza sous l'angle du donné, c'est peut-être réactiver cette espèce de sensation qu'on peut avoir, et c'est pour ça que je vous en remercie, que Spinoza reçoit, si vous voulez, la puissance infinie de Dieu, et il a besoin de s'en protéger d'une certaine façon en construisant l'armure ou l'armature de sa philosophie. Mais cette intuition, elle était bien là au départ, et dès sa jeunesse, c'est-à-dire quelque chose de quand même très inquiétant. C'est quelque chose qui peut vous tuer, quoi. Quelque chose comme cette lumière qui aveugle le prisonnier platonicien, c'est-à-dire la réalité, quoi, le flux de la réalité. Et ça, Spinoza, quand on lit l'éthique, on est un peu traversé par cette sensation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une puissance qui traverse l'œuvre et qui traverse le lecteur, et qui a frappé tous ses lecteurs. Et c'est peut-être un peu cette puissance infinie de la nature qui effectivement est une espèce de donnée à la fois enivrant et en même temps un peu effrayant par sa puissance. Et donc, vous avez peut-être la lecture de Marion, tout ce que vous avez dit permet de réactiver en quelque sorte cette sensation, cette intuition originaire peut-être du spinozisme. Bon, voilà ce que je voulais dire en vous remerciant. Maintenant, est-ce que je ne veux pas monopoliser la conclusion, donc si quelqu'un veut encore intervenir. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose, Stéphane? Ça nous... Oh non, non, mais c'est sûr que ce côté mystique, enfin, ce geste mystique de Spinoza dans une philosophie hyper rationaliste, ben, évidemment qu'il faut absolument aller travailler le don de ce côté-là, ou même ne serait-ce qu'avec cette idée qui est probablement la plus belle chez Spinoza, selon laquelle nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Ben, voilà le don. Il est bien là. Il nous reste à vous remercier pour cette intervention extrêmement intéressante. J'enlève mon micro pour applaudir. Et je dis à tous les membres du séminaire Spinoza, cette première expérience par Zoom, bien écoutez, nous la renouvellerons peut-être d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'on mixera les séances en présence et en Zoom. Voilà, c'est à étudier. En tout cas, merci beaucoup pour votre
présence, votre attention, vos questions. Et donc, la prochaine personne que nous entendrons, ce sera Mogens Laerke. Ce sera dans un mois à peu près. Et ce sera pour la présentation de son dernier ouvrage sur Spinoza. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.